digestif. Et après avoir étudié le tube digestif proprement dit, on va s'attaquer à l'histologie des glandes digestives. Cet exercice, si j'ose dire, a comme toujours une dimension un tout petit peu théorique. Il faut moduler le terme d'histologie des glandes digestives par histologie des glandes digestives anatomiquement individualisées, parce que là encore, on pourrait traiter ce chapitre avec l'exercice de style habituel en disant que dans la paroi même du tube digestif, il y a tout un ensemble de cellules et d'éléments qui correspondent bien à des cellules ou à de petites glandes histologiquement individualisées et qu'on pourrait traiter dans ce chapitre les formations glandulaires du tube digestif. À ce titre-là, les cellules caliciformes de tel ou tel endroit, les cellules gastriques à pôle muqueux fermé qui globalement forment un épithélium gastrique et les glandes qu'on a décrites à tel ou tel endroit, glandes ésophagiennes, glandes gastriques, glandes de Libercune, etc., sans parler même des populations de cellules endocrines qui sont dispersées un tout petit peu partout. Évidemment, elles font partie des glandes. Ce n'est pas celle dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on considère qu'on a traité le tube les dernières fois et on s'attaque aux glandes anatomiquement individualisées annexées au tube digestif qui, en substance, correspondent à 3 chapitres ou à 3 sous-chapitres. Premièrement, on va commencer par le haut et aller vers le bas. Premièrement, les glandes salivaires ou les glandes salivaires principales, égales parotide sous-maxillaire sublinguale. Deuxièmement, la glande que certains appellent parfois glande ou comparent à une glande salivaire intra-abdominale qui est le pancréas. Et troisièmement, le foie. Donc premièrement, glande salivaire principale, deuxièmement, pancréas, troisièmement, foie. C'est ce qu'on va essayer de traiter dans ce début d'après-midi. Les glandes salivaires principales, elles forment un ensemble, pour commencer par elles forment un ensemble de glandes qui ont un certain nombre de points communs et un certain nombre de points de distinction, évidemment. Les points communs. Les glandes salivaires, anatomiquement individualisées, sont des glandes de type exocrine, qui seront donc des glandes avec un système de canaux excréteurs, forcément. Deuxièmement, ces glandes anatomiquement individualisées sont entourées, les anatomistes vous peut-être déjà insisté là-dessus auprès de vous si on vous les a traitées, sont entourées d'une capsule conjonctive. Ce sont des glandes encapsulées par une capsule conjonctive qui envoie dans la profondeur de la glande, ça va vous rappeler quelque chose, j'imagine ce que je vais vous dire maintenant, des cloisons conjonctives qui délimitent à l'intérieur de la glande de petits territoires qu'on appelle des lobules. Donc toutes les glandes salivaires principales sont encapsulées et lobulées. Et c'est à l'intérieur de chacun des lobules que l'on trouve une multitude, un très grand nombre d'unités glandulaires sécrétrices qui constituent la portion sécrétrice de ces glandes exocrines. Il y a donc forcément à côté de ces éléments sécréteurs un ensemble de structures excrétrices qui vont à l'intérieur des lobules puis entre les lobules confluer les uns avec les autres pour donner naissance aux canaux excréteurs principaux de telle ou telle glande qui vont aller se jeter où, vous le savez de l'anatomie, dans la cavité buccale, comme par exemple pour le canal de Sténon de la parotide qui de chaque côté vient se jeter dans la cavité buccale et celui-là est représenté par exemple sur ce schéma. Enfin, il y en a plein d'autres qui vous montreraient les autres canaux des autres glandes. Ce n'est pas le sujet du jour. Trois glandes salivaires principales anatomiquement individualisées, paires et symétriques, il y en a donc une de chaque côté. On va rajouter à cette notion que ce ne sont pas les seules glandes salivaires et qu'il y a dans la paroi de l'oropharynx notamment des formations glandulaires que l'on appelle les glandes salivaires accessoires. Ces glandes salivaires accessoires ont, comme leur nom l'indique et leur structure y correspond bien, une fonction salivaire. Elles produisent des enzymes, etc. Elles participent à la phase haute ou orale de la digestion par l'élaboration de ces sucs salivaires. Elles ont pour nous un intérêt aussi qu'on peut signaler au passage, c'est qu'on peut aller biopsier une muqueuse de la cavité orale et étudier les glandes salivaires à ce niveau. Il y a un certain nombre d'affections qui s'accompagnent d'une cyalyte, d'une inflammation du tissu salivaire, auquel on peut accéder en allant faire une biopsie de la muqueuse
orale à la recherche de pour l'étude de ces glandes salivaires accessoires. Bon. Fin de la digression sur glandes salivaires accessoires. Vous saviez sans doute qu'elles existent, ou on y a insisté aujourd'hui si vous ne le saviez pas. Structure histologique des glandes salivaires principales. On l'a dit, lobulées. Au faible grossissement, une glande salivaire principale, ça se présente comme ce qui est sur la diapositive ici, c'est-à-dire quelque chose où l'on distingue, même si on n'est pas très doué en histologie, enfin du moins j'espère qu'on le distingue, qui a des cloisons conjonctives avec des canaux à l'intérieur, et entre ces cloisons conjonctives, des espaces qui sont des lobules ici, plus ou moins arrondis. Et à l'intérieur de ces lobules, qu'est-ce qu'on voit? On devine peut-être qu'il y a des canaux, enfin du moins j'espère que vous le devinez vous aussi, là où je passe le curseur. Il y a des formations pour lesquelles, si on a un doute au faible grossissement, pour être sûr qu'il s'agit d'un canal et non pas d'un vaisseau sanguin, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder à plus fort grossissement quelle est la structure qui borde le canal excréteur. Si c'est un épithélium un peu particulier, on va en parler, c'est un canal excréteur et non pas un vaisseau sanguin. Autre élément à retenir au faible grossissement, et ce sera le dernier que j'évoquerai avec vous sur cette diapositive, de façon physiologique, à l'intérieur des lobules des glandes salivaires, on trouve les éléments sur lesquels je suis en train de passer le curseur ici, qui sont des logettes adipeuses. De façon physiologique, dans les glandes salivaires principales, il y a une infiltration graisseuse des lobules. Donc, à côté des éléments sécréteurs épithéliaux qui participent à la fonction exocrine de la glande, il y a physiologiquement du tissu graisseux. Fort grossissement. Les formations épithéliales sécrétrices, elles peuvent être soit séreuses, soit muqueuses. Et là, vous pouvez recaser, si vous vous en souvenez, votre petit couplet de première année, acini séreux, arrondi, lumière virtuelle, bord mal visible à la partie moyenne, noyau arrondi, basophilie, etc. Pareil pour les muqueuses, sauf que c'est totalement différent, bien sûr, puisque c'est le contraire ou à peu près. Et il faut agrémenter cette description de la structure des composants sécréteurs est différente suivant la nature de la glande. Et là, schématiquement, il y a trois possibilités. Il y a premièrement ce qui est sur cette diapositive-ci. Une glande où toutes les formations sécrétrices exocrines sont de la même nature. Donc une glande qu'on va appeler pure. Sous-entendu, pure pour la nature de sa sécrétion exocrine. Vous devinez peut-être quel est le type de sécrétion de cette glande pure qui est ici. Non? Timidité d'origine virale, à cause du grand froid qui règne dehors, peut-être? Non. Ici, c'est une glande séreuse. Tiens, séreuse, même si les acinies sont relativement claires. Alors, la structure est séreuse, on y a bien des acinies, les lumières sont virtuelles, donc je ne vais même pas passer une minute à essayer de les chercher, on ne la voit pratiquement pas au centre des formations glandulaires, des noyaux qui sont plutôt arrondis, c'est l'aspect typique de la glande parotide. La glande parotide, c'est une glande exocrine, encapsulée, lobulée, etc., séreuse pure. C'est d'ailleurs le seul type de glande de ce style, anatomiquement individualisée, séreuse pure, qui existe dans l'organisme. Les deux autres glandes salivaires principales, que sont les sous-maxillaires et la sublinguale, sont des glandes, je vais essayer de vous en montrer une image tout de suite, sauf que, bien sûr, je ne vais pas la trouver, si, c'est celle-ci, sont des glandes mixtes. Ce qui fait que par différentes techniques, on va toujours trouver que dans les lobules, à côté des cellules graisseuses et des canaux excréteurs dont on va reparler dans un instant, on a des constituants glandulaires qui sont distincts. Et dans les glandes sous-maxillaires et dans les glandes sublinguales, les formations sécrétrices sont soit de type séreuse, soit de type muqueuse. Égale glande exocrine, anatomiquement individualisée, lobulée, mixte. Séro-muqueuse. Dans l'espèce humaine, la règle est que les glandes sous-maxillaires sont en principe à prédominance séreuse, comme celle-ci. Sur cette glande ici, on a fait une coloration pardon,
standard est aussi un bleu alcyon, un vert alcyon, je ne sais pas, c'est plutôt un bleu alcyon, qui montre deux petites formations muqueuses. Vous voyez bien que l'essentiel des constituants exocrines est de type séreux, même si ce n'est qu'un faible grossissement. Ça a tout lieu d'être une sous-maxillaire, glande salivaire mixte à prédominance séreuse, tandis que dans l'espèce humaine, les glandes sublinguales sont à prédominance muqueuse. Donc, au passage, pour les travaux pratiques d'histologie, lorsque vous êtes devant une glande de ce style, séreuse pure parotide, mixte, sublinguale ou sous-maxillaire, et pour peu que ce soit des glandes humaines qu'on vous présente, vous connaissez la distinction. Bon. Les caractères typiques des cellules sécrétrices peuvent se mettre en évidence par différentes techniques. Pour les cellules muqueuses, c'est en gros une accumulation de mucus. Pour les cellules séreuses, c'est l'aspect classique de cellules avec une polarité apico-basale, donc entre le pôle basal, ici à la périphérie de chaque acinus, et la lumière virtuelle, mais qu'on voit bien sûr quand même en microscopie électronique, et entre les deux, des cellules qui ont une polarité sécrétoire, marquée notamment par rapport au noyau par la position de l'ergastoplasme égale sécrétion protéique égale au plan des caractéristiques tinctoriales une petite basophilie, la position de l'appareil de Golgi et surtout l'accumulation au pôle apical de la cellule de ces nombreux granules de sécrétion, ces granules de zymogènes qui contiennent ici dans la parotide séreuse pure, puisque c'est de là que vient cette photo, les enzymes, au premier rang desquels l'amylase, bien sûr, l'amylase salivaire. Voilà ce qu'on voyait donc, voilà comment il faut imaginer cette formation. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Bien sûr qu'entre tous les acini, il y a une trame conjonctive, une fine trame conjonctive qui est la trame vascularisée qui permet la nutrition de tout l'ensemble, que bien sûr, autour de chaque acinus, il y a une petite basale, mais aussi qu'il y a un système de canaux excréteurs. Et ce qui est vrai au niveau de la parotide l'est également au niveau de la sous-maxillaire et de la sublinguale. Le système des canaux excréteurs des glandes salivaires principales est assez particulier. Particulier non pas par sa topographie, parce que la topographie elle est toute simple. Entre les lobules et l'extrémité du canal excréteur qui se trouve dans la cavité buccale, il y a un réseau de canaux excréteurs de plus en plus gros qui partent tous individuellement de chacune des formations acineuses, ici, ou tubulo-acineuses, si on est dans le cadre de formations muqueuses et séreuses dans les glandes mixtes, de formations qui partent d'ici et qui vont drainer le produit de sécrétion, d'abord dans des canaux de petite taille, puis des canaux plus volumineux qui sont situés à l'intérieur des lobules, qu'on appellera au plan topographique des canaux intralobulaires. Canaux intralobulaires qui fusionnent les uns avec les autres, donnent des canaux plus volumineux qui sortent des lobules, forment un réseau extralobulaire, et finalement vont confluer les uns avec les autres pour donner le canal excréteur principal de la glande, celui dont les anatomistes vous décrivent avec souvent main détail le trajet et la terminaison à sa destination finale. Ça, c'est de la topographie. Elle est évidemment valable dans toutes ces glandes exocrines, que sont parotide sous-maxillaire sublinguale. Pour l'histologiste, deux particularités significatives. La première, c'est que à l'intérieur des lobules, parmi les canaux, on en trouve qui sont souvent bien reconnaissables, comme les deux qui sont présents sur cette diapositive, même s'il y en a un qui est un peu écrabouillé par la présentation. Canaux excréteurs qui sont des canaux avec une lumière bien visible et une bordure épithéliale ici qui est prismatique simple. Ces canaux ont des cellules épithéliales de bordure qui sont relativement volumineuses. Ils font suite au réseau qui commence dans les acini. Voici ici une autre image dans une glande salivaire pure, donc forcément séreuse pure, forcément une parotide, avec des formations acineuses qui sont toutes pareilles et un peu de tissu graisseux. Et on voit bien ici qu'il y a des canaux excréteurs, d'abord tout petits, qui sont d'abord à proximité ici des acini les plus périphériques, puis qui se drainent et qui donnent des canaux plus volumineux, avec une lumière assez bien visible et une bordure ici cylindro-cubique basse, mais qui va devenir un petit peu plus volumineuse. Ces canaux striés tiennent leur nom du fait qu'ils sont bordés par un revêtement prismatique simple dont justement les cellules présentent une striation.
à la partie basale des cellules, lorsque les colorations sont de bonne qualité, on voit qu'il y a des stries linéaires assez